Bonjour, bienvenue sur ce webinaire organisé par Demos. Le thème de ce jour, c'est gagner plus de deals, la vente stratégique de valeur. Alors, je vais me présenter rapidement. Je suis Pascale Greiner, responsable de l'offre chez Demos. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir notre expert, Hervé Debacker, qui va nous parler de cette thématique. Hervé, je vous passe la parole si vous voulez vous présenter brièvement. Avec plaisir. Je m'appelle Hervé Debacker, j'ai une quarantaine d'années d'expérience, dont une bonne quantité passée dans la vente stratégique et la gestion de grands comptes, la vente complexe, avec une activité de recherche et développement à peu près continue sur ces 25 dernières années, dans le cadre d'une société qui s'appelle Perfluence, et nous avons le plaisir d'être partenaire avec Demos pour proposer des formations à la vente stratégique de valeur et à la gestion proactive du relationnel, dont on va parler dans quelques instants. Merci pour cette introduction. Et donc, pour lancer la thématique, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que la vente stratégique de valeur, justement? Eh bien, avec plaisir. On va jeter d'abord un tout petit coup d'œil Ah oui. sur le positionnement de la société Perfluence. Donc, je suis chef des méthodologies et partenaire chez Perfluence. Nous sommes un éditeur de méthodologie et de logiciels en vente complexe et CAM. 20 ans d'R&D, 30 ans d'expérience, nous faisons du conseil. Nous avons créé des méthodes qui s'appellent RIM, dont j'ai dit un mot, Relationship Intelligence and Influence Management, et SVS. Nous distribuons d'autres méthodes comme Surf et nous éditons PowerScope, qui est une plateforme pour gérer le capital relationnel de l'entreprise, les contacts clés et l'influence pour l'ICAM, pour la vente stratégique et le lobbying. Voilà. Alors, pourquoi la vente stratégique de valeur? Dans ce concept, dans cette chose, on voit les mots vente, les mots stratégique et les mots valeur. On va tout de suite dire que il s'agit bien entendu de vente qui s'applique qui s'applique au business to business, B2B dans le jargon. D'ailleurs, on parle souvent aussi de B2B, de B2G. Bref, c'est des sociétés, des organisations, des sociétés qui vendent à d'autres sociétés. La vente est complexe, on va le voir un peu plus loin, parce qu'elle fait intervenir un certain nombre d'acteurs de chaque côté. Elle est stratégique, on va le voir, parce qu'on détermine et on applique une stratégie de vente. Et elle est de valeur parce que, au-delà de la proposition de produits, de techniques, de prix, on essaie, au-delà d'un mode push, on tente, on veut co-créer la valeur ajoutée avec les clients. Donc ça permet, au-delà de la vente, de pouvoir devenir ou d'être un véritable développeur du business. Et plus qu'une solution à des problématiques, apporter une contribution aux enjeux. C'est là qu'on va créer la valeur ajoutée. Être en permanence en contrôle de ce qui se passe de l'amont à l'aval lorsque l'on gère une opportunité, en l'anticipant, en la gérant au mieux, en la gagnant, bien entendu. À défaut de la gagner, en arrivant à déterminer que cela vaut peut-être pas la peine d'y aller, c'est ce qu'on appellera prononcer des no-go avec des analyseurs d'affaires permettant d'en analyser effectivement non seulement la faisabilité, mais la gagnabilité. Sortir de l'impasse technique-prix ou du dilemme technique-prix pour pouvoir notamment ajouter des services aux produits et faire du cross-selling, ce qui permet de gagner plus d'affaires en étant plus efficace dans la manière dont on les aborde, dont on les traite et en apportant de la valeur aux clients de façon plus structurée et plus souvent parce qu'on va détecter plus d'affaires grâce à cette approche-là. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Euh, Alors, je pense, oui, oui, non, pardon, allez-y. peut-être vous avez parlé de vente complexe. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui caractérise une vente complexe?
Oui, la vente est complexe dans la définition que nous utilisons et que l'on retrouve à peu près chez tous les auteurs. La vente est complexe parce que les décisions, les circuits de décision, les personnes concernées sont nombreuses. Enfin, bref, ne sont pas qu'une seule. Elle devient complexe dès qu'il y a plusieurs interlocuteurs de chaque côté. C'est le cas de l'immense majorité des ventes en B2B, mais particulièrement, bien sûr, des ventes de contrats importants. La complexité va généralement croître, le nombre de personnes concernées va généralement croître avec la taille des enjeux, la taille des business, donc avec les montants des contrats en question. C'est vrai que le scope est large, puisqu'on parlera de ventes complexes à partir de quelques milliers d'euros jusqu'à des dizaines, voire des milliards, voire plusieurs dizaines de milliards pour certains très 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 grands contrats qui sont signés pour 20 ou 30 ans. Voilà, avant d'élaborer là-dessus, ce que je voudrais, c'est commenter. Vous aviez quelques slides à... C'est ça. Commenter à propos de la seringue technique prix. On appelle la seringue technique prix un mécanisme dans lequel nous sommes un peu enfermés dans pousser un produit, afficher les prix et donc négocier uniquement sur les prix. Et on constate que dans la vente complexe, on entend parfois quelque chose du genre « vous êtes cher ». Et nous, ce qu'on propose dans ces formations, c'est de se persuader et d'expliciter que ceci est un signal de non-valeur de ma part, pas de non-valeur du client. C'est lui qui ne perçoit pas la valeur ajoutée. Ça veut sans doute dire que nous n'avons pas suffisamment positionné notre valeur, notre contribution sur ce plan-là. Et on doit se poser la question et tâcher de déterminer qui me dit cela, quand et pourquoi. Qui me dit cela? Est-ce que la personne qui dit une chose de cette nature est bien un personnage influent du circuit de décision? Quand me dit-il ça? Est-ce qu'il est en train de me poser ce qu'on appelle en négociation, de me poser un ancrage? Est-ce que c'est délibérément fait pour préparer la négociation qui aura lieu dans quelques mois? Pourquoi me dit-il cela? Est-ce que c'est quelque chose qui répond à un plan d'action concerté ou peut-être simplement un état d'humeur? On peut aussi au passage se poser des questions, est-ce que je suis au bon niveau? Est-ce que je suis face à la bonne concurrence? Tous les business ne sont pas forcément bons à prendre. Et la vraie question qui doit nous permettre d'avancer, c'est dois-je poursuivre? En effet, le prix d'une d'une proposition suivant les business est un prix qui peut varier entre 1 à 10% du montant du contrat lui-même. 1%, c'est un classique dans les grands contrats industriels, vous voyez, c'est pas rien. Et donc, parvenir à ne pas courir après des affaires pour lesquelles finalement les chances de gain, les espérances de gain sont modestes, c'est un bon moyen d'améliorer nos performances. Alors, quand on forme à cela, on le forme dans le cadre d'un séminaire, d'un stage qui dure 2 ou 3 jours. Et avec ces 2 ou 3 jours, on aborde successivement les fondamentaux de la vente complexe, les fondamentaux de l'entretien de vente de valeur, le message valeur, la vente stratégique, la gestion d'opportunités à valeur ajoutée maintenant, en 2024, avec les instruments et les outils d'aujourd'hui, et la notion de proposition à valeur ajoutée. Évidemment, la totalité du programme de la formation déborde largement de ces sujets-là, mais je pense que ça vaut la peine d'en approfondir quelques-uns au cours de ce webinaire. Donc, vous allez retrouver, on va retrouver quelques éléments tournant autour de ces 6 points dans la présentation qui suit. Peut-être enchaîner sur pour continuer sur la notion de vente complexe, peut-être enchaîner sur les compétences que doit posséder un commercial qui gère une vente complexe. Absolument. C'est donc ce que nous allons faire. La vente complexe, la vente, comme je l'ai dit tout à l'heure, très rapidement, elle est complexe, non pas parce que les objets qui sont vendus sont complexes. Elle est complexe, c'est vraiment strictement une définition dans le cadre de l'art de la vente. Elle est complexe parce elle va faire intervenir plusieurs personnes, plusieurs acteurs, voire plusieurs organisations de part et d'autre. C'est vraiment le point numéro 1.
Et donc, dès qu'on dit cela, la vente est complexe parce qu'il y a plusieurs acteurs. Ça n'est pas juste une parole. Ça signifie qu'il va falloir faire en sorte de traiter convenablement tous ces acteurs et les faire traiter convenablement par tous nos acteurs à nous. Donc, c'est plusieurs vers plusieurs. Et la vente est complexe parce qu'il y a plusieurs acteurs. Chaque personne a son point de vue, ses critères de décision personnelle, ses appréciations. Et du coup, il est tout à fait important de les déterminer pour contribuer, pour apporter de la valeur à chacune d'entre elles, qu'on développera avec la notion de message-valeur. La notion de message-valeur consiste à dire, chaque fois qu'on va vouloir intervenir vers quelqu'un de l'écosystème visé, on va commencer par se poser et se reposer régulièrement la question, quelle valeur apportons-nous à cette personne qualité dans son contexte d'entreprise, dans le cadre de cette affaire? Vous voyez, évidemment, il y a plusieurs lieux, plusieurs semaines, il faut l'anticiper de loin. D'ailleurs, c'est une des vocations, anticiper les affaires, que les programmes grands comptes, quand les entreprises en ont, c'est un des objectifs des programmes grands comptes, anticiper pour pouvoir détecter et gagner, disons, les opportunités qui nous concernent sur un compte donné. La commande est le résultat d'un plan, évidemment, qui est élaboré en amont et non pas au moment où l'affaire arrive, à réception d'un appel d'offres, d'une consultation, c'est en amont qu'il a fallu préparer ce qui va se passer par la suite. Il est coordonné, c'est-à-dire, comme je l'ai indiqué, les équipes de poursuite, souvent appelées comme ça, ou les équipes de capture, doivent travailler ensemble et faire en sorte de mobiliser les acteurs de notre côté vers les acteurs visés chez le ou les clients. Alimenté par une recherche permanente d'informations. C'est plutôt le modèle, si vous voulez, c'est plutôt le modèle de lieutenant Colombo, qui en permanence tâche de collecter les informations pour élaborer et affiner son scénario d'explication du contexte, poussé par une action de communication sur toutes les personnes directement concernées. Alors, vous allez me dire, on ne peut pas toutes les toucher. Certes, on peut certainement s'occuper de chacune d'entre elles, et quand bien même on ne parviendrait pas à pouvoir avoir une réunion avec Monsieur X, Monsieur Y ou Madame Z, s'assurer que les messages valeurs leur sont bien parvenus par les différents canaux directs ou indirects que l'on essaye de comprendre et d'analyser. La structure et les meilleures pratiques des entretiens doivent être optimisées pour permettre la co-création de valeurs. Et enfin, bien sûr, les techniques de closing classiques sont inadaptées. Vous savez, les 101 manières de closer un deal comme on en trouvait dans certains ouvrages sur la vente à l'arraché, si je puis dire. Les compétences nécessaires en vente complexe se retrouvent donc selon deux grands axes. L'axe comportemental, bien sûr, il faut interagir avec nos contacts et il faut le faire de la meilleure manière possible. Et l'axe méthode, process, outils, ou encore le back-office, tout ce qu'on fait pour préparer, pour constituer, pour fabriquer des propositions, pour établir les messages valeurs, pour utiliser les CRM et ainsi de suite. Donc on distingue deux premiers niveaux qui sont présentés, ou presenter en anglais, c'est le mode push. J'explique et je laisse le reste du monde et mes clients analyser. Je leur laisse le soin de comprendre quelles valeurs ils vont tirer, quels bénéfices ils vont tirer de ce qu'on leur propose. Le offer builder est le statut qui consiste à dire je collecte des besoins, l'annexe du cahier des charges, comment dirais-je, les descriptions des besoins explicites, et sur cette base, je vais fabriquer, constituer une offre, construire l'offre et la défendre. C'est aussi souvent appelé le royaume de la vente dite transactionnelle ou du vendeur transactionnel. J'explore les besoins, je fais une proposition, je reçois des objections, je corrige les objections, je fais en sorte de faire accepter et signer ma proposition. On a ensuite un niveau qui s'appelle l'insider. Alors, vous voyez, là vient de s'afficher un petit symbole qui est le symbole du docteur. En effet, tout à l'heure, l'offer builder, c'est fondamentalement un pharmacien. On lui apporte une ordonnance et il va chercher dans son échoppe tous les éléments pour répondre à l'ordonnance. L'insider, lui, il est docteur. Il va essayer de comprendre
Ce sur quoi l'ordonnance est fondée. Bref, il est le docteur, il veut comprendre quels sont les enjeux profonds sur lesquels les besoins explicites se trouvent. Et il est insider parce qu'il est bon qu'il soit sur cet axe comportemental inside the head, à l'intérieur de la tête des interlocuteurs, par des moyens d'investigation qu'on appelle souvent l'interview de vente par le diagnostic, justement, et à l'intérieur de ce que l'entreprise visée, de ce que l'organisation visée peut avoir comme enjeu métier. C'est d'ailleurs très souvent pour ça qu'on trouve dans des sociétés qui ont une certaine taille des spécialistes de marché, par exemple un ancien banquier qui s'occupe de faire en sorte que la société comprenne le mieux possible les enjeux des clients dans le domaine bancaire. Et enfin, on va avoir le dernier niveau, c'est pas vraiment le dernier niveau, un niveau complémentaire, networker, qui là, c'est la strate de comprendre comment les organisations que l'on vise vont décider, quels sont leurs circuits de décision, qui pèse lourd, qui pèse moins lourd, qui parle à qui influence qui. Alors vous me direz, ok, tout ça c'est très bien, mais pourquoi? À quoi ça sert? Eh bien, il se trouve que lorsque l'on se rend compte, lorsqu'on regarde à quoi peut servir le mode presenter en vente complexe et en vente stratégique, c'est effectivement quelque chose qui me permet d'entrer en lice, de prouver, pas forcément vraiment gagner. L'offer builder va répondre à la question, mais nous aussi, on peut faire. Nous aussi, monsieur ou madame, monsieur le client, nous aussi, nous répondons à votre appel d'offres parce que nous sommes capables de le faire. Pardon. Tiens, il se passe. Voilà, excusez-moi. Quand on a le niveau insider, inside head, inside à l'intérieur des enjeux, le client va dire quelque chose du genre à cela, ils nous ont bien compris. Ça s'avère être à peu près tout le temps la clé d'être shortlisté, d'être parmi les 3 ou 4 qui vont être retenus. Mais le gain, il se trouve là. La différence entre le numéro 1 qui gagne et le numéro 2 qui arrive numéro 2, hein, donc à rien, elle est presque souvent liée à l'influence au réseau, à la compréhension des circuits de décision, à égalité de propositions. C'est ça qui fait la différence. Mais ça va servir 2 fois, cette approche-là. Une première fois, bien sûr, pour gagner une affaire, mais bien avant, en amont, c'est ce genre d'attitude, de méthode et comment dire, de planification qui va être le moteur de l'account management, le moteur de l'amont qui est absolument indispensable dès que les affaires ont une certaine taille. Donc ce modèle de compétences, les compétences nécessaires en vente complexe, s'appuie donc sur 4 étages. Et vous voyez ici qu'il y a une petite cloison rouge. On ne la voit pas bien, mais c'est la notion du plafond de verre qu'utilisent souvent les Américains. Entre ici une approche qui est essentiellement moi je parle, nous on explique et on reçoit des questions. Et cette aptitude ici ce sont les clients qui expliquent. On est en mode pull et non plus en mode push. Et ça permet de comprendre leurs enjeux de leur propre bouche, si je puis dire, pour co-créer la valeur avec eux. Donc il y a ici une posture qui change, mais aussi des méthodes qui changent. C'est très exactement ce que l'on va enseigner quand on fait des formations à la vente stratégique de valeur. Alors, pour avancer là-dessus, il y a évidemment toute une évolution des méthodes de vente. Bon, c'est une longue histoire. Elle a commencé par des gens comme Carnegie. Et on a en gros 4 ères successives. L'ère du presenter, qui existe toujours, hein, il est toujours nécessaire, il faut absolument que j'insiste sur ce point-là, ces 4 compétences sont toutes les 4 nécessaires en même temps. Dans les entreprises structurées qui ont assez de personnel, elles vont d'ailleurs être personnalisées par des rôles différenciés, typiquement presenter, porteur d'offres, avant-vente, démonstrateur, typiquement offer builder, commerciaux ou commercial souvent appelé de terrain ou commercial qui porte des offres, insider, parfois appelé consultant interne, et networker, c'est le rôle typiquement des key account managers, des global account managers. On va donc trouver tous ces rôles, ils sont tous nécessaires en même temps. Et il n'y en a pas, on ne va pas dire qu'il y en a un qui est plus important que les autres, mais s'il en manque un, on ne gagne pas.
D'ailleurs, s'il manque le mode presenter, on ne peut pas apporter la preuve de ce que l'on a explicité peut-être en étant insider, et du coup, on va être non crédible et on ne passera pas la barre nous permettant de gagner le contrat in fine. Alors, je reviens ici en disant, oui, l'ère 1 presenter, bon, elle existe depuis toujours et elle existera toujours. On a besoin d'être capable de présenter, de pousser, d'expliciter nos offres. L'ère 2, solution aux besoins, il s'agissait bien de la souvent appelé dans la littérature des besoins explicites, qui est l'offer builder. L'ère 3, valeur ajoutée, contribution aux enjeux. Et l'ère 4, networker, plutôt récente, celle-ci, circuit de décision, gestion de compte, réseau influence. Un commercial en vente stratégique performant doit connaître et utiliser ces 4 cultures complémentaires. Elles sont commerciales, ce sont des cultures complémentaires. Par exemple, il est bon de savoir présenter, il est bon aussi de savoir interviewer de façon efficace les 2 étages de tout à l'heure, vous voyez. Lorsque l'on a, à nouveau, je l'ai déjà dit, mais que lorsque la structure est assez puissante, ces différentes compétences sont personnalisées par du personnel différent. Alors, ça correspond, tout cela, sur ce graphe-là, on retrouve donc ces 4 étages de 4 niveaux de compétences, encore une fois complémentaires, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, sur ces 2 axes, avec Insider qui permet d'atteindre la zone de la shortlist, Networker qui permet d'atteindre la zone du gain, et là-dessus, bien sûr, il y a des meilleures pratiques qui se personnalisent par la méthode vente stratégique de valeur, objet de ce webinaire, et qui permet de franchir en quelque sorte la cloison de verre qui passe de l'offer builder à l'insider, mais sur l'axe essentiellement des process et méthodes. Alors, je dois dire que quand on fait ces formations, il y a toujours tout de même des éléments de comportemental parce que l'un va avec l'autre, mais la dominante de la vente stratégique de valeur est une dominante sur les structurations, les méthodes et les outils pour y parvenir. Pardon, à chaque fois je me trompe. Sur l'axe comportemental, des méthodes comme SURF qui permettent de gérer efficacement un interview de vente par le diagnostic, l'attitude ou la posture du médecin et la co-création de valeur. Et l'on va trouver 2 autres méthodes, RIM dont j'ai dit un mot tout à l'heure, et des méthodes de gestion de l'écosystème et des comptes clés qui font partie des offres qui sont disponibles pour arriver à gagner en vente stratégique. Évidemment, il y a un volet négociation que tout le monde connaît, que je cite pour mémoire. Voilà, donc en gros, sur cet axe sur cette cartographie des compétences, il y a des meilleures pratiques implémentées dans des méthodes et donc dans des formations. Et celle dont nous parlons aujourd'hui, c'est celle-ci qui couvre ce volet SVS et son but qui est de faire progresser le point de compétence des personnes concernées vers la strate de la création, permettant l'accès à la shortlist. Voilà, ici il y a un détail de cette liste. Voilà pour répondre à la question que vous aviez posée tout à l'heure, Pascal. Et oui, on voit que la réponse était bien détaillée. Question sur Oui, les compétences, donc c'est une analyse intéressante, hein. On voit qu'il y a différentes méthodes, différents comportements. En introduction, vous aviez parlé de l'importance de co-créer de la valeur ouais. avec, son client, en particulier dans le cadre d'une vente complexe. Et du coup, je reviens à la question suivante, c'est comment créer de la valeur, avec son client en fonction des besoins, des différents décideurs? Oui, alors c'est quelque chose que l'on retrouve dans ce schéma, l'escalier de la valeur. Alors pourquoi l'escalier? Il y a quelque chose d'un peu contre-intuitif dans cet escalier que je me permets de souligner tout de suite. C'est que, de fait, vous voyez que tout se passe en gros comme la dimension temps, elle monte. C'est-à-dire que souvent, la première chose qui se passe avec un client, c'est qu'on le rencontre. Voyez. Et là, on va le rencontrer de préférence sur la base d'un énoncé qui va stimuler sa curiosité. On appelle ça, nous, fondamentalement, la démarche de message-valeur. Un message valeur, c'est quelque chose qui repose sur une information marché, secteur, industrie, si possible, une information de l'entreprise elle-même, et qui nous permet de susciter la curiosité des interlocuteurs visés.
Notre but, c'est rencontrez-nous, rencontrons-nous. Me rencontrer, rencontrer mon entreprise, entrer en lice. Bien sûr, ça va peut-être se faire par des visios, mais d'ailleurs, ça va peut-être se faire par des visios ou par le téléphone. Mais l'idée de base, c'est qu'on a un énoncé. Et on va aboutir à à des rencontres qui vont être basées sur ce qu'on appelle la vente par le diagnostic. Donc, si je suis un bon médecin, vais peut-être obtenir un résultat qui est d'être apprécié, certes, mais peut-être même de me choisir d'avance. Bien entendu, le jeu est loin d'être terminé, puisqu'il va falloir expliquer pourquoi on a de la valeur en le prouvant, il va falloir montrer, comment dirais-je, que nous avons des clients satisfaits, il va falloir expliciter comment on peut prendre en compte efficacement leurs besoins, mais du fait que j'ai eu cette attitude de docteur, j'ai pu aboutir à une pré-proposition qui est ciblée client synthétique, et là je suis pris au sérieux, voire présélectionné. Il va y avoir ensuite comment dire, dans cet escalier de valeur, il va y avoir une motivation. On reprend l'idée du message valeur, mais cette fois-ci, on va pouvoir l'exploiter d'une façon beaucoup plus ciblée puisqu'on a détecté une ou plusieurs affaires, en tout cas une affaire en cours, et on va peut-être pouvoir répondre aux ambitions professionnelles, bien entendu, de nos interlocuteurs, et c'est ça qui va peut-être, sans doute, nous aider à gagner. Et on va enfin aboutir à une proposition ciblée entreprise, mesurable résultat, qui me situe parmi les meilleurs, me permet d'être en mesure de gagner. Donc, dans cette espèce d'escalier de la valeur, on retrouve le message valeur, des pré-propositions, la notion de « et si on faisait comme ceci, qu'en pensez-vous » Ah ouais, comment verriez-vous les choses? C'est-à-dire qu'on formule la valeur ajoutée sous une forme synthétique qui nous permet ensuite d'avancer. Et in fine, la proposition que l'on va défendre. Alors, ce genre de démarche va nous permettre aussi de détecter les différents moteurs aux différents étages de l'entreprise, les moteurs d'achat, par ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Là, c'est un exemple, mais l'idée qui est sous-jacente, c'est que le problème de quelqu'un est une raison d'un autre, et au fur et à mesure que l'on escalade l'entreprise, on va pouvoir enchaîner problèmes et raisons, motivation, dans un circuit qui nous permet d'aboutir et de traiter tous les membres du circuit de décision et les influenceurs, dans cet exemple simpliste, jusqu'au PDG. Mais si vous voulez, l'idée qui est sous-jacente, c'est de dire le besoin explicite est porté par des gens qui sont nos interlocuteurs à un certain étage de l'entreprise, mais les décisions sont portées par un circuit de décision dans lequel on trouve des personnes d'autres niveaux, d'autres horizons, de directeurs financiers et ainsi de suite, qu'il est absolument nécessaire d'identifier et de traiter pour apporter à chacun la valeur qu'il mérite. Et on se pose au passage la question de qui est au volant, circuit de décision et influence, et les questions de qui connaît-on, qui doit-on connaître, quel est le circuit de décision, qui sont les influenceurs majeurs, qui nous est favorable, qui peut nous aider et qui peut nous nuire, évidemment. Alors, je voudrais terminer cette petite partie sur les personnes. À chaque personne concernée, son message valeur et ses enjeux, suivant les étages de l'entreprise, ce ne sont pas les mêmes. Et la formation vente stratégique de valeur, bien évidemment, contient beaucoup de travaux pratiques concrets sur les cas des participants et sur des cas d'école, permettant de matérialiser le fait qu'évidemment, ces gens font tous partie du circuit de décision et des influenceurs, et il faut parvenir à apporter à chacun de la valeur ajoutée pour sa position. Est-ce qualité? Le technicien évalue les aspects techniques, exécute, recommande techniquement. Le responsable opérationnel dépense son budget, gère ses projets, exécute les plans. Le management recherche des gains de productivité, détermine les budgets, alloue les ressources. Et évidemment, plus haut, la mission d'entreprise stratégise et plans. Voilà pour cette petite investigation dans ce qu'apporte cette méthode concernant les éléments des membres du circuit de décision, les différentes motivations qu'ils peuvent avoir et comment les traiter. Très bien. Donc là, on voit que ce qui caractérise une vente complexe, c'est qu'il y a plusieurs interlocuteurs. Et donc là, on voit l'importance d'adapter son message
à chacun des enjeux des différents interlocuteurs. Peut-être une conclusion sur la vente stratégique de valeur avant de passer aux stratégies de vente gagnantes? Ou Eh est-ce bien, qu'on passe directement aux différentes stratégies? bah, écoutez, pour reprendre le canevas de cette présentation, on a parlé de vente complexe, on a parlé des compétences nécessaires Mmh. pour réussir dans la vente complexe. Donc, vous avez vu que l'accent principal portait sur le fait qu'il y a un certain nombre d'interlocuteurs qu'il est tout à fait utile de cartographier, de déterminer à qui il faut s'employer, vers lesquels il faut s'employer à définir et porter des messages à valeur ajoutée. On va peut-être maintenant un peu parler des stratégies, de la manière de déployer des plans pour y parvenir. Et c'est ce qui permettra d'apporter le complément de définition dans le terme vente stratégique de valeur, le côté stratégique. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, il existe effectivement une démarche gagnée par les stratégies de vente. La vente est stratégique dans l'acception ici, et elle est stratégique parce que nous, vendeurs, commerciaux, la société qui sollicite son ou ses clients, nous mettons en place une stratégie. Et c'est pas parce que l'enjeu ou l'objet de la vente a des caractères stratégiques, ça c'est un autre chapitre, c'est parce que nous mettons en place une stratégie de vente. Alors, on parle beaucoup de vente stratégique. Ce n'est pas un concept qui est très nouveau en soi, le fait que ça soit utile de déployer des stratégies. Néanmoins, on va reprendre quelques éléments dans cette très brève présentation. La stratégie, c'est disposer ses forces avant l'engagement pour atteindre l'objectif à coût minimum. Donc, bonne ressource à bon escient. Et la tactique, c'est l'art de manœuvrer. C'est là qu'on va faire des plans. Alors, il y a trois classes de stratégie. Suivant les auteurs, vous trouverez des variantes là-dessus, mais fondamentalement, il y a une stratégie qui consiste à dire, c'est celle de l'affrontement, c'est celle j'y vais, je me fais pas de nœud au cerveau. Et cette stratégie, elle est directe. Parfois, on va l'appeler divisionnelle parce qu'elle va être directe, mais pour un sous-ensemble de ce qu'on a catalogué comme les besoins ou les nécessités du client. Quand elle est directe, ça veut dire que on va répondre aux besoins explicites sans chercher vraiment à créer de la valeur. C'est pour ça qu'on peut avoir des stratégies de vente directe qu'on pourra, je crois qu'on peut dire, produit pur, produit technique. Cela dépend du contexte, cela dépend du type de produit qui est vendu, et il peut y avoir des pans entiers du business dans lesquels il est plus efficace, ça demande moins de ressources d'adopter une stratégie d'affrontement frontal. Je fais une proposition sans chercher à aller plus loin, notamment quand on est en position de force. Il y a des stratégies indirectes, ce sont celles qui vont nous intéresser le plus, et des stratégies de blocage. Le blocage consistant à dire, je parviens à faire en sorte que le client visé ne prend pas tout de suite la décision parce que je ne suis pas encore en mesure de répondre convenablement de manière à gagner cette affaire. Alors c'est très connu et on pourrait en donner de nombreux exemples, mais je n'ai pas trop le temps ici de développer. En revanche, il y a deux grands contextes marketing, défense ou développement. Défense, ce sont des clients existants. Et le développement, c'est un client nouveau. Et on se rend bien compte que les stratégies qu'on peut employer vont dépendre de l'historique qu'on peut avoir avec le client visé. Pour le faire simple, toutes les stratégies indirectes, la plupart des stratégies indirectes, demandent qu'il y ait eu une connaissance préalable, des contacts préalables suffisants avec le client visé. Un des avantages de la stratégie directe, c'est qu'elle peut être appliquée, ça ne veut pas dire qu'elle va gagner, mais elle peut être appliquée dans des situations où il y a peu ou pas de connaissance préalable des clients.
Et enfin, je voudrais insister sur ce slide, sur le fait que faire de la politique ou de relationnel, c'est pas une stratégie, c'est une obligation. Ça fait partie du business, ça fait partie du métier. Certains disent, ouais, ma stratégie, c'est de mettre en place une compréhension des réseaux d'influence avant de bouger. Non, non, ce n'est pas une stratégie de vente, ça. C'est une obligation. On doit le faire tout le temps, autant que faire se peut, avec un maximum de moyens pour y parvenir. Du coup, quand on examine sur ce petit schéma ce qui présente euh, le plus d'intérêt, ce sont évidemment les stratégies indirectes. Juste un mot, il y en a trois. Les stratégies indirectes basent sur l'idée fondamentale d'essayer de changer quelque chose. Changer quelque chose chez le client, pas chez nous, chez le client. Par exemple, changer l'ordonnance sur laquelle il travaille. L'ordonnance, c'est-à-dire l'état des besoins. Cet état de besoin a-t-il été fait par un médecin interne ou externe à l'entreprise qui nous sollicite? Peut-on éventuellement changer cette ordonnance, c'est-à-dire se placer en mode médecin, c'est-à-dire remonter en quelque sorte à la racine des enjeux pour apporter une approche différente, si c'est possible, par un diagnostic différent ou différencié. Une autre démarche consiste à dire, je mets en place une stratégie indirecte en parvenant à changer l'ordre dans lequel les critères de choix ont été établis par cette entreprise, ou plus exactement par le comité de décision. Et ça aussi, ça passe par un travail au niveau de chaque individu. Et enfin, il peut y avoir des stratégies indirectes qui relèvent de l'élargissement ou la restriction de l'objet de la consultation. Donc, il existe plusieurs stratégies indirectes, trois grandes classes, trois sous-classes de stratégies indirectes, et c'est aussi ce que l'on enseigne dans cette formation. Maintenant, bien entendu, une stratégie, ça se décline en tactique, et il y a un module sur les tactiques qu'il est tout à fait utile de travailler et d'appliquer. Et les tactiques et contre-tactiques sont grosso modo des tactiques liées à l'échéancier, accélérer ou ralentir, des tactiques liées à la mise en place de l'heure, c'est-à-dire parvenir à faire croire à la concurrence ou emmener la concurrence dans des directions qui ne sont pas tout à fait celles qui sont les plus efficaces pour le client. Sur l'offre, emmener le client sur un terrain qui nous est favorable, sur un terrain qui est défavorable à la concurrence. Et enfin, des contre-tactiques et les pilules empoisonnées, c'est un instrument redoutable pour parvenir à faire en sorte de se positionner mieux dans le cadre des discussions que tel client peut avoir avec nous et nos concurrents. Et puis l'empoisonner sont destinés évidemment à essayer d'empoisonner les concurrents. Tout ceci, bien évidemment, dans l'application stricte des règles d'éthique du business. Voilà ce qui concerne les tactiques et contre-tactiques et qui sont traités dans le cadre de cette formation. Alors, Peut-être enchaîner sur les processus oui. et le cycle d'achat du client, parce qu'il faut aussi en tenir compte. Oui, alors le cycle d'achat du client, il est 38, donc pour ne pas trop déborder sur le Ouais. temps, je n'en parlerai pas trop. Bien évidemment, il est nécessaire de bien comprendre comment on se positionne vis-à-vis du cycle d'achat des clients qui ont évidemment un cycle d'achat, qui ont évidemment des méthodes d'achat, des processus achats qu'il est important de connaître et qui les conduisent à être la plupart du temps le leader, ceux qui conduisent ce qui se passe, qui est logique, puisque c'est eux qui achètent. Et du coup, nous, on se retrouve, nous, vendeurs, on peut se retrouver dans des positions un peu délicates parce que, par ignorance de leur processus d'achat, d'une part, un peu délicate ou un peu contre-productive, je dirais, on dit souvent les astres ne sont pas encore alignés, et ainsi de suite. Et oui, parce que nos clients ont des processus achats ou des cycles d'achat, mais qui aussi doivent nous permettre à nous d'avoir et de mettre en place notre propre processus de vente, car nous aussi, nous avons des règles à respecter. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dépenser nos ressources qui sont toujours limitées sur toutes les affaires du monde. Et ça nous conduit ceci à
définir et enseigner les meilleures pratiques pour gérer une affaire, ce qu'on appelle nous l'analyseur SVS, l'analyseur d'affaires, qui sont des analyseurs multicritères. Là encore, c'est pas nouveau. Disposer ou mettre en place des méthodes de qualification convenables des affaires, ça existe chez un certain nombre d'entreprises dans un certain nombre d'ouvrages. Ce séminaire se propose d'en apporter quelques-unes et de les appliquer concrètement. Mais vous voyez ici, vous avez un schéma dans lequel l'analyseur SVS intervient dans la gestion d'une affaire en amont. Est-ce qu'on y va ou pas? Définition d'une stratégie de vente et de la stratégie dont j'ai parlé il y a quelques instants et d'une approche politique qui se concrétise en un plan d'action et donc la tactique qui va bien, qui passe très souvent par une pré-proposition, et l'analyseur va intervenir encore au moins 2 fois pour voir où on en est notre dynamique de vente. Est-ce que cette dynamique de vente est bien positive? Est-ce qu'on est bien en train de monter? Est-ce qu'on est bien en train de converger vers une signature? Sinon, on peut à ce stade à nouveau no-go, éliminer, arrêter sur cette affaire, affiner, à nouveau analyser, déployer notre tactique, déterminer et mettre en place la proposition dans ses différentes versions pour finir par, espérons-le, gagner. Et si on ne gagne pas, on a une boucle récursive, bien entendu, qu'on va appeler dans le jargon un win and loss analysis, analyser des gagnés et perdus, et qui est très importante parce que ça nous permet d'optimiser le processus lui-même en comparant ce que dans notre analyseur SVS, qu'on avait mis et ce qui s'est effectivement passé pour améliorer l'analyseur lui-même et ses critères. Donc c'est quelque chose qui est très important. Bien sûr, la phase proposition est une phase tout à fait utile et dans cette formation, on aborde la question d'une bonne proposition. Alors j'ai ici un schéma pour la montrer, on appelle ça une fusée Soyouz. Vous voyez qu'elle est reliée, cette fusée Soyouz, il y a un satellite qui est la synthèse, contribution aux enjeux, quelle valeur pour la direction, pour les finances, le retour sur investissement, l'étage juste en dessous, l'étage des bénéfices, quels sont les bénéfices que l'entreprise va obtenir de notre proposition, c'est de la valeur pour le management. On a ici la base qui est les avantages, comment nous allons faire, référence, valeur pour les opérationnels, et en booster, en annexe, tout ce qui sont les caractéristiques produits, descriptifs, méthodologie, produits, composants, argumentaires, et ainsi de suite. Et donc, une bonne proposition à valeur ajoutée, elle commence par le satellite, elle continue par les tâches des bénéfices, puis des avantages, et en annexe, on trouve les caractéristiques se reliant ici à une méthode bien classique, passer son bac, bénéfices, avantages et caractéristiques, qui sont donc contenus dans cette formation. Voilà, je suis à peu près au bout. Évidemment, on n'a couvert qu'une fraction des éléments. En guise de conclusion, je dirais, il s'agit d'apprendre à tirer le maximum de chaque entretien. 4 sujets à la fois au lieu d'un, comprendre la personne, ses enjeux, ses souhaits, voir sa dimension émotionnelle, comprendre l'organisation et son évolution, le circuit de décision et les réseaux, appréhender les enjeux au-delà des besoins pour co-créer la valeur, tel le docteur, et détecter toutes les opportunités au-delà du sujet principal, c'est le cross-selling, qui est un des objets importants en ce moment. Beaucoup d'entreprises souhaitent améliorer la vente de multiples possibilités vers leurs clients. Bien sûr, sans oublier de se faire référencer vers des pairs. Et la conclusion dans la conclusion, des besoins aux enjeux. Vous vous souvenez, les besoins, c'était la strate de l'offer builder. Le maître mot, c'est les besoins. Moi, je réponds par une proposition. Alors que l'insider va détecter et comprendre les enjeux pour apporter une valeur ajoutée sur ces enjeux par une contribution aux enjeux, de la réponse à des critères, à la gestion des attentes profondes, du traitement de besoins à la gestion du changement, du prix au retour sur investissement. Un mot là-dessus. Le retour sur investissement, c'est un concept finalement très vague, très souvent mentionné, mais
pas très souvent utilisé, parce que c'est vrai que c'est complexe en soi, ça peut être multiforme. Mais dès lors que l'on s'inscrit dans la compréhension des enjeux, l'apport de valeur, on est obligatoirement en train de monter des besoins explicites vers des besoins implicites, et donc de trouver, de mettre en place, de constater, de co-créer avec son interlocuteur des éléments permettant d'évaluer la contribution à ces enjeux, donc de mieux calculer le retour sur investissement en sortant simplement par exemple, d'un gain de productivité. Du transactionnel à la gestion proactive du relationnel, tout cela permettant de détecter plus de business, notamment en citant en amont, notamment en situant sur les enjeux, notamment en dialoguant avec nos interlocuteurs d'une façon telle que l'on puisse couvrir plusieurs sujets et non pas un seul, et puis de gagner plus souvent en étant positionné, comme on l'avait vu sur l'échelle de compétences, dans la zone de l'insider, c'est-à-dire la zone du shortlist, et dans la zone du networker, c'est-à-dire la zone du gain. Voilà, j'ai à peu près terminé et j'arrive au slide de conclusion pile poil à 12h45. En tout cas, merci beaucoup Hervé pour cette approche très structurée. Ça permet d'avoir une vision claire des méthodes pour remporter une vente stratégique. Je me tourne vers Claudia pour savoir s'il y a des questions de la part des participants. Pas de questions, donc c'était très très clair, Hervé. Ah, ben merci. Encore un grand merci. Très bien. Écoutez, à bientôt alors. À bientôt. Au revoir à tous. Le replay du webinaire sera disponible prochainement sur notre site web. Au revoir. Merci, au revoir.